Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Plongeon consacré à Adrien da Silva Tracanelli. Le Plongeon est un podcast bimensuel dans lequel je souhaite plonger avec vous dans l'univers, le parcours et la réflexion d'artistes. Actuellement en dernière année d'études en école d'art, j'ai décidé de faire ce podcast afin de voir et d'examiner en amont et en aval ce qui se rapproche de plus en plus de la vie après un cursus en école d'art. La vie d'artiste dans un monde multiple et varié. À travers ce podcast, je vise à créer une conversation franche avec mes invités qui ont déjà ou pas emprunté le chemin de l'école, en m'éclairant de leurs expériences, leurs défis et leurs réussites autour de leurs pratiques. Pour ce 6e épisode du Plongeon, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Adrien da Silva Tracanelli, fondateur de la galerie Tracanelli à Grenoble. Adrien a dans un premier temps côtoyé l'école des beaux-arts de Grenoble, où il a obtenu son DNA en 2017, pour finalement lancer par la suite sa galerie Tracanelli en 2019. Le Plongeon, une émission réalisée par Mathieu Livrieri pour Jamais assez toujours trop. Habillage sonore, Kirkor Albert. Bonjour Adrien da Silva Tracanelli. Puis bonjour Mathieu. Je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Plongeon. Eh ben c'est partagé. Adrien, tu es originaire d'où de base ? Je suis né à Grenoble. 3 décembre 94 à La Tronche. T'étais étudiant aux Beaux-Arts de Grenoble. Ouais. Et donc tu as été diplômé d'un diplôme national d'art. C'est ça, en 2017. En 2017. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais ? Aujourd'hui, je suis galeriste de la galerie Tracanelli à Grenoble. Je l'ai ouvert en 2019. C'est une galerie qui valorise le travail d'artistes émergents et de jeunes artistes internationaux. Très bien. Mais avant de parler donc de ton travail de galeriste, j'aimerais revenir un peu dans le passé pour découvrir un peu le parcours que tu as pu avoir. Ouais. Donc tu es rentré aux Beaux-Arts de Grenoble. Ouais, en 2015. Pourquoi en fait rejoindre les Beaux-Arts Pourquoi Pourquoi c'est un peu particulier ce chemin. Du coup, comme un gamin un peu weirdos, 12-13 ans, je commence un petit peu la peinture dans ma chambre, tu vois, genre à faire des croûtes. Ça permettait de s'occuper un peu, littérature et tout, je découvre un peu tout ça, c'est mes parents qui m'ouvrent à ça. Et je me suis dit, pourquoi pas, j'avais un peu du mal à me projeter, pour tout dire. Moi, c'était surtout au niveau du stage de 3e, où je découvre le métier de galeriste, mais en fait, mes parents sont pas du tout dans l'art. Ah, mais direct, c'est marrant, ça, en 3e, Stage de 3e. Ouais, trop bien. Parce que du coup, je passais toujours pour les orthophonistes devant une galerie d'art qui s'appelait la galerie Appia à Grenoble. Ouais. Et puis la première fois que je suis rentré, c'était avec ma mère, c'était pour demander un stage. Et du coup, ça l'a fait. Ouais. Et là, je me suis dit, en fait, je veux faire ce métier. Et j'hésitais quand même avec commissaire-priseur. Bon, si j'ai eu une période, je voulais faire ufologue, tu vois. Ok, d'accord. À une période après, je voulais faire peut-être procureur de la République. D'accord, ouais, donc il y a eu pas mal de champs de métiers. Ouais, mais des métiers un peu particuliers quand même, tu vois. Et je me suis dit, galeriste, mais ça sera plus tard quand je serai vieux et riche. Et j'étais jeune et pauvre. Donc du coup, il y a toujours eu ce flottement, un peu ce côté un peu vibe artistique, et toujours un peu ce mode de vie qui me fascinait un peu de bohème, quoi. Ouais, puis tu pratiquais, enfin t'avais cette passion-là en fait de pratiquer. Ouais, mais rien d'incroyable, tu vois. Ouais. Ouais, mais c'était déjà dans ça te plaisait quoi, tout cet univers. Ça vidait des tubes. Ouais. Ça vidait des tubes, tu vois. Et ouais, il y a eu ça, et puis je m'étais dit il faut faire histoire de l'art. J'ai tenu 2 mois en histoire de l'art. Ouais. Mais c'est un peu compliqué parce que le lycée se passe mal. Je me fais virer de mon lycée. Ma mère me dit soit tu trouves quelque chose, soit tu vas à l'armée. Ouais. Du coup, j'ai vite trouvé quelque chose pour pas aller à l'armée. Je suis allé en bac pro commerce. D'accord. On m'a laissé le choix du bac pro. J'ai fait bac pro commerce avec cette idée ensuite d'aller à l'université. Donc après, j'ai réussi à passer à l'université avec un bac pro commerce où j'avais pas la méthodologie, j'avais pas tous les codes de l'université. Ça se passe mal, je tiens pas plus de 2 mois, je déraille totalement. Là, j'ai 1 an à vide, mais 1 an de flottement. désert. Ouais. Désert absolu. Et je me dis tiens, pourquoi pas préparer le concours des Beaux-Arts. J'ai ce concours. Ok. Je fais 3 ans à l'ESSAD, à Grenoble-Valence. Ensuite, je me dis non, il faut terminer l'histoire de l'art. Du coup, je retourne en histoire de l'art. Ah ouais, d'accord. Donc quand même, t'as une formation qui est assez longue. Enfin, t'allais voir pas mal de choses différentes. Bon, avant de trouver vraiment ce qui te plaisait. Ouais, j'ai erré. Vraiment, t'as erré. Qu'est-ce que tu voulais chercher foncièrement dans les Beaux-Arts, en fait? Parce que t'aurais pu, peut-être, il y avait d'autres formations, mais tu voulais rester à Grenoble? Ouais, je voulais rester à Grenoble parce que j'aime bien cette ville malgré tout. Et pourquoi je suis resté dans rester dans les arts, c'est toujours une évidence. D'ailleurs, le problème, c'est du coup, quand t'es un peu dans l'art, etc., que t'as essayé de faire un petit trou, etc., tu te dis, mais non, ça me saoule, je vais arrêter, mais je fais quoi? En fait, t'as rien d'autre. Une fois que t'as mis le pied dans cet engrenage, tu peux pas faire autre chose. Ouais, puis il faut le faire jusqu'au bout, j'ai l'impression. Contrairement à d'autres formations, c'est, à la fin, t'as ton diplôme, certes,
Mais c'est pas ça le plus important. C'est pas ça. Ouais. C'est pas ça. Je m'en suis vite rendu compte, par contre. Qu'est-ce que tu as pu explorer un peu aux Beaux-Arts? Parce que tu touches un peu la peinture, les choses comme ça, mais est-ce qu'il y a une pratique, un médium en particulier qui t'a plus intéressé que d'autres? Oh, je pense le bédo et le speed, ouais. non. Les Beaux-Arts honnêtement, m'ont rien apporté. Ça a été une errance incroyable. C'était un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Ouais. Je suis dans des mauvais moods. Vraiment, c'est extrêmement toxique, les Beaux-Arts, comme ils se présentent maintenant. On y rentre trop jeune, on y rentre dans une période de développement. Je pense aussi quand t'arrives en première année, t'as une vision de l'art ou d'être artiste qui est complètement fausse, quoi. Qui est 19e siècle, qui est ringarde, qui est boomer. Et c'est assez horrible parce que les établissements, du coup, mettent rien en place pour ces gamins-là. Et, tu vois, un de mes grands projets, ça serait d'ouvrir une école d'art. Enfin, forcément, pas le choix, ça sera privé, parce que je vais pas, ça serait très compliqué d'avoir un contrat public dans ça. On va trouver un système qui soit aussi, paritaire, égalitaire et qui soit assez pertinent. Mais ouais, les Beaux-Arts, honnêtement, ne m'ont rien appris. Je veux dire, dans ma vie d'artiste que j'ai eue, pendant et par la suite, ils m'ont pas appris à faire de book. Vous pourrez se dire oui, mais vous aurez pu vous auto-former. En effet, c'est ce qu'on a fait pour ceux qui ont réussi. Du coup, sur des promos sur 3 ans, t'en as 4, 5 qui ont une carrière artistique, qui sont dans le milieu ou le marché de l'art. Et à Grenoble, c'était vraiment et dans d'autres Beaux-Arts d'ailleurs. À part l'Aide à Genève, la Saint-Martin en Angleterre, les Beaux-Arts de Paris et à Bruxelles. Je veux dire, sinon tout le reste, c'est en sursis constant. C'est même pas une question de moyens en fait, c'est une question d'équipe pédagogique, d'accompagnement qui est pas là, d'accompagnement. Et puis t'as ce rapport, t'as des gamins qui sont en pleine construction, qui sont fragiles, qui se sentent un peu particuliers, qui ont du mal avec le réel. Tu les laisses entre eux dans une petite boule dans un cocon. Sans les préparer pour la suite, c'est de l'irresponsabilité. Mais vraiment, je vois ça la première année quand t'arrives, parce que moi j'étais au lycée et je suis arrivé directement aux Beaux-Arts et c'est vrai que tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Mais t'as vu tous ceux qui sont restés sur le bord de la route en fait. Moi mes promos, des compensations, ou sinon d'autres qui terminent caissier ou caissière. Évidemment, c'est bien, mais il y a quand même plus épanouissant, on est d'accord, c'est important, mais il y a quand même plus épanouissant, surtout quand t'avais des grands rêves comme ça avant de rentrer. C'est des trucs où ça sac la personnalité des élèves, où en fait t'as des petites graines qui sont en germination, tu vois. Mais pas d'aller jusqu'au bout du potentiel. Totalement. Et qui viennent écraser par la plupart du temps, en fait, des profs qui sont totalement frustrés, qui ont quasiment rien fait de leur vie, à part avoir un réseau et lécher des culs, c'est à peu près tout ce qu'ils ont su faire de leur carrière. Et en fait, on te dit, démerzensich, quoi. Et c'est grave, honnêtement, parce que ça coûte cher. Parce que c'est de l'argent public, et parce qu'en fait, on prend soin d'une jeunesse. Et au final, t'as quoi? T'as des petits bourgeois qui veulent être déclassés, t'as très peu de prolétaires, t'as que des blancs. Donc, au fait, tu te dis, mais en fait, est-ce que ça a encore un sens, ces écoles d'art? Pour moi, plus du tout. Pas de mixité sociale, il y a rien, il y a pas de pluralité au niveau des propositions, il y a pas de budget la plupart du temps. C'est totalement déconnecté. T'as des profs qui viennent même plus, t'as des profs qui se mettent dans des postures pseudo-nihilistes en mode, mais à quoi ça sert de faire quelque chose? Est-ce que ça a vraiment, tu vois, des trucs vraiment très mauvais. Sur le rien. Sur le rien. Non, mais voilà. Si ça, t'es pas le nihilisme, c'est marrant au 19e, l'ère industrielle, la mort de Dieu, Nietzsche, tout ça, Martin Heidegger après. C'est drôle, c'est sympa, c'est important. Mais au bout d'un moment, faut peut-être construire, essayer d'être moins prétentieux. Je veux dire, si quelqu'un a une pratique dans l'artisanal, dans la poterie, donc c'est tout aussi respectable, ou même dans une posture de graphiste ou de mode, tu vois. Non. Faut à tout prix faire, des installs, la perf, des trucs hyper référencés, ou des trucs ultra ringards. Donc t'as pas de juste milieu, t'as pas cette ouverture au monde qu'on retrouve en fait dans ces grandes écoles qui fonctionnent. Et le pire, c'est que je trouve que parce que il y a pas mal de choses où je te rejoins vachement en fait. En fait, il y a plus ce lien avec la réalité parce que il y a beaucoup d'élèves donc qui sont dans des pratiques très contemporaines, très dans la diminution des choses, mais en fait après quand tu sors, qu'est-ce que tu fais vu que t'as tout diminué? Qu'est-ce que tu fais? En fait, la meilleure posture pour les écoles d'art, là je suis en train de préparer une lettre ouverte avec une collègue, ça va être assez cool, mais un truc vraiment pas agressif. J'en parle toujours avec émotion évidemment parce que c'est 3 ans de ma vie et c'est énormément de gens qui sont tombés, etc., qui se retrouvent maintenant malheureux. Pour d'autres ça réussit et tant mieux, mais vraiment c'est quelque chose où il y a eu beaucoup de casse, même pour moi dans ma vie. Et du coup, ce que devraient faire les Beaux-Arts, c'est former une technique. Je parle pas de pause académique de 2 semaines, ça n'a aucun sens, mais au niveau des outils en fait, pour essayer aussi en ayant une pratique artistique, développer aussi des capacités techniques qui pourraient servir à finir autre part qu'en fait en caisse d'un naturalia. Et vraiment responsabilité. Ces 3 années, tout de même, t'as une pratique? Oui, j'ai une grosse pratique. J'ai une pratique et je me rends compte rapidement qu'en fait, tu peux ne rien faire dans cette école et on te dira rien et on te félicitera.
parce qu'il y aurait une sorte de projection sur l'élève qui a fait le contrepas qu'un membre de l'établissement a pu faire ou qui mène une vie un peu... En fait, t'es un peu un sacrifié de la bourgeoisie dans une école d'art. T'es un peu... De toute façon, l'artiste, c'est quoi? C'est le bourgeois va projeter sur l'artiste qu'il n'a pas pu faire. Et bah, t'as la même chose dans une école d'art. Et c'est ça qui est chaud. Et qu'est-ce que ça apporte? Bah, mine de rien, t'as des espaces de travail. Ça, je peux pas l'enlever. Qui sont énormes. Bon, il suffit de regarder. La plupart du temps, quand tu fais de la peinture, un peu de pratique sur du long terme, t'as personne dans l'établissement, donc t'es très bien. T'as quand même des caméras, t'as quand même des micros, t'as des chambres de développement. On était 2 à l'utiliser pendant 3 ans. T'as des scans, t'as des accès à des ordi. Quand même, il y a des trucs matériels qui sont à exploiter. Et aussi, si t'es boursier, bah, il est vrai que ça développe, ça te dégage 3 ans. En fait, t'as pas à te soucier de l'alimentaire parce que tu peux te consacrer à ta pratique. Mais c'est vraiment quelque chose de l'ordre de la responsabilité. Et je suis pas sûr qu'à 19 ans, on soit suffisamment mature, et c'est normal dans notre société, pour se dire, bah, j'ai 3 ans où vraiment je vais bosser à fond pour que quand je sorte, je puisse rentrer dans quelque chose d'un peu plus stable. Ouais, mais je pense que très difficilement tu peux l'avoir parce qu'en fait, limite, tu te rends pas compte de la chance que tu peux avoir, en fait, en faisant ces études-là. Il y a souvent les 2 premières années, en fait, t'es à l'ouest. T'es totalement à l'ouest, c'est vrai. Donc, toi, t'as décidé d'arrêter, après ton diplôme? Tout simplement, on sort de l'accrochage de fin. Je me fais éclater dans mon jury, genre ça passe pas. Ça passe mais pas du tout. Parce qu'en fait, j'ai un mec qui a 50 ans, qui a fait carrière dans la photo bien kitschos, qui expose à Arles, vraiment toute la caricature, tu vois. J'avais un travail qui était conceptuel, je m'étais des morues séchées au mur et j'avais des chemises avec du rouge à lèvres dessus, tu vois. Donc ça passe pas du tout. Et je présentais de la figuration et de l'abstraction, dont un truc très instagrammable, rien qu'à l'époque, tu vois, j'ai toujours eu ce délire un peu fils de pute, white cube, très fin, je suis très prétentieux dans mon art et ça passe pas avec ce mec, je me fais éclater pendant mon diplôme, je crois que j'ai 12, tu vois. Côté, t'as des élèves totalement claqués qui se tapent des 19, tant mieux pour eux, mais tu vois, ça passe pas de chance, c'est une question de jury. Et je suis avec mon collègue Yvan, en fait. D'accord, ok. Et il me dit, Adrien, moi, j'ai terminé, j'ai mon diplôme, je me casse, j'en peux plus, je deviens fou, j'ai envie d'être dans le monde réel, j'ai besoin de ça, j'ai les projets, j'ai les trucs, j'ai envie de me jeter. Moi, j'y avais pas pensé, je m'étais sûr et tout, viens, on reste. Non, faut ce que tu veux. Faut se casser avant que ça soit trop tard. Et du coup, je me suis dit, je me casse. Et je retourne en histoire de l'art, terminer ce que j'ai pas accompli. Et je rentre en histoire de l'art. L'histoire de l'art me dégoûte en soi parce que... t'es là maintenant, je trouve t'as un contraste entre peut-être une rigueur aussi qu'on te demande à l'université, non? Ou pas du tout? Parce que moi, j'ai pas fait l'université, mais... Alors, j'ai pas la méthodologie. J'ai pas les capacités intellectuelles de faire l'université. J'ai pas... je suis pas assez docile pour me plier non plus aux règles. Et du coup, bah, à l'université, je m'épanouis pas. Étudier le néoclassicisme, vraiment, ça m'ennuie au plus possible. Je trouve heureusement un prof extraordinaire qui s'appelle Guillaume Casgrain, qui est un spécialiste de la Renaissance, de toutes les périodes, qui est un collab, qui est peut-être l'homme le plus brillant que j'ai pu croiser dans ma vie, qui questionne la philosophie, qui a dépassé l'histoire de l'art, qui étudie aussi des parallèles entre l'art classique, médiéval et l'art contemporain sur des gestes, des idées, de la phénoménologie, de l'esthétique et tout. Et je vois bien que je peux pas continuer dans ça. Moi, je veux faire un master de recherche. J'ai une prof qui est pas sensible à ma pratique. Moi, mon mémoire que je voulais faire, c'est Dieu, la divinité et le divin de l'an 2000 à nos jours dans l'art contemporain. Et elle, pas du tout. Elle est dans le marxisme, dans un art politique très cool, tu vois, mais ça matche pas et c'est pas grave. Donc, ok. Et là, je me dis non, mais c'est pas possible. Je me dis je pars en droit, je vais faire commissaire-priseur. Je me rends compte qu'il faut être huissier de justice et qu'en fait, il faut aller piquer des canapés à des pauvres qui ont pas payé leur facture d'électricité donc aussi. Peut-être pas pour toi. Je me dis, allez, non merci. Et là, par hasard, il y a Pépitosé, un incubateur d'entreprise. Je me dis, mais en fait, j'active le projet de galerie d'art maintenant. Directement. Et t'avais donc du coup là 2018 à 2019. D'accord, 2018 à 2019. L'incubateur, j'y vais. Il y a que des projets de bio-tech, des startups. À Grenoble, j'imagine. Puis les membres du jury, ils se disent, non mais attends, un projet culturel, on va essayer. J'avais le statut étudiant artiste de haut niveau. Excusez-moi. D'accord. Ça existe ça? Ouais, ça existe. J'étais le seul. et ça rentre, ça passe. J'arrive à séduire. Je fais des petites dotations, je gagne des concours, ça me fait 4000 balles pour me lancer, des petits trucs vraiment incroyables, du genre d'entrepreneur à la CCI, vraiment des trucs what the fuck qui me parce qu'en fait, t'en as pas. Non. Qui a l'audace un peu, enfin, j'utilise le mot audace à se lancer dans un projet culturel, surtout à Grenoble. Il y a pas. Du coup, je me forme au market, je me forme à la com, genre j'allais à la bibliothèque, je bossais ça comme ça, etc. Et je me dis non mais ce projet en fait, j'ai pas le choix, c'est maintenant là. Du coup, septembre 2019, j'ouvre la galerie. Et en fait, j'avais 1 an de préparation en amont, qui a fait que rapidement elle a pris cette galerie. Pendant 6 mois, elle a vraiment tourné fort. Après, il y a eu le Covid. Ça c'est une autre histoire. Toi, ton idée de base, pourquoi
Pourquoi devenir galeriste? Le galeriste, pour moi, je le vois un peu comme la personne de l'ombre. Ok. C'est-à-dire qu'on m'a toujours fait le reproche en pratique artistique que c'était trop changeant et qu'il y avait plusieurs identités et que au final j'aimais parler d'art avec les autres et essayer de guider peut-être. Et je me suis dit, mais en fait, galeriste, il y a l'aspect commercial que j'aime. Faut pas oublier que je sors d'un bac pro commerce. Ouais. J'aime le commerce, c'est comme ça. J'aime l'art, j'aime la culture, j'aime la pratique. Et je me suis dit, et j'aime construire avec. Tu vois, il y a une phrase de quelqu'un qui est extrêmement important pour moi, qui m'a dit une phrase incroyable, c'était faire pour se faire, construire pour se construire. Ouais, ok. Et ça t'as... Et ça m'est resté. C'était les briques. C'était les briques, plus l'expérience au collège, là, stage de 3e dans la galerie d'art, où en vrai, cette vie un peu bourgeoise m'a tiré. J'aime beaucoup l'esthétique bourgeoise. J'aime pas la pensée bourgeoise, mais j'aime beaucoup l'esthétique bourgeoise. Ok. Je crois que c'était Maupassant qui disait, je veux vivre de manière la plus bourgeoise possible pour être le plus violent dans mon œuvre, ou un truc comme ça, pour une histoire de contraste. Dans la bourgeoisie, il y a ce côté frivolité que j'aime bien. Très rapidement, donc t'as trouvé les financements et trouvé un local. Pas trouvé, mais gagné. Je me suis démerdé. J'ai travaillé à Naturalia. Ouais, t'as mis des sous de côté. J'ai mis des sous de côté, j'ai charbonné. À 100% pour mener à bien ton projet, quoi, en soi. Ouais, quasiment. C'est un peu plus compliqué que ça, mais en tout cas, il y a pas eu d'investisseur, il y a rien eu. Je me suis démerdé tout seul. Je suis clean, hein, c'est pas de l'argent de la drogue. non, mais ouais, j'ai charbonné. Mais avec le recul, jamais je me lancerai avec aussi peu. Ouais. C'est quoi Galerie Tracanelli? La Galerie Tracanelli, putain, c'est dur de définir ce qu'elle est. Il y a ce que j'aimerais que la Galerie Tracanelli soit et ce qu'elle est maintenant. Je suis content de ce qu'elle est maintenant. Ça va évoluer encore. Je vais pas de distinction entre un artiste qui vend et un artiste qui vend pas à la galerie. Il y a des artistes qui sont, comme on dit dans le milieu, extrêmement bankable, avec lesquels je vis, et il y en a d'autres. Non. Il y a des artistes, je vais pas te mentir, j'ai beaucoup de mal à les vendre, mais par contre, c'est un plaisir de les avoir, de les défendre, de construire des projets. Et c'est normal parce qu'ils ont une pratique beaucoup plus conceptuelle, une pratique beaucoup plus pointue. Ça voudrait dire que les autres non, c'est pas dans ce sens qu'il faut le voir, mais des fois pratiques plus différentes et beaucoup plus expérimentales. C'est mieux de le dire comme ça, je pense, c'est plus juste. Et je fais pas de différence déjà avec ça. Ouais. C'est important pour toi l'expérimentation. Ouais, carrément. Comme je te disais tout à l'heure, on n'est pas galeriste pour son temps, on est galeriste pour dans 50 ans. Donc c'est un peu ballot, tu vois, quand même. Et du coup, moi j'ai pas de contrat d'exclusivité avec les artistes. J'ai été en galerie en seconde année des Beaux-Arts. Ouais. J'étais déjà exposé dans des trucs cool, vraiment stylés, et j'aurais pu avoir cette petite carrière, tu vois. J'ai préféré arrêter directement. Mais pourquoi en fait? Parce que bon, tu t'es détaché des Beaux-Arts, t'es parti en histoire de l'art, enfin tout ça. Ouais. Mais pourquoi t'as pas continué ta carrière d'artiste? Je venais d'un milieu beaucoup trop modeste pour continuer à être dans la précarité. Mes parents auraient pas pu suivre derrière. Il y avait ce truc, je pense que je suis la personne de ma famille, que ça soit du côté italien ou du côté portugais, qui est la plus diplômée. Je pouvais pas me permettre d'être dans une précarité. Je veux dire, ma grand-mère a traversé la frontière espagnole pour fuir Salazar. Franco venait de tomber pour fuir Salazar et venir en France, toute seule avec ses 6 gamins. Ouais. Je pouvais pas me permettre de regarder ma grand-mère et de dire non, t'inquiète, grand-mère, je suis dans un squat avec des copains. Non, je pouvais pas. Pas. C'est-à-dire que j'ai toujours l'impression d'être artiste, même si à la production, je communique très peu dessus, tant je fais des pièces, tant j'expose, etc. Mais il y a pas l'aspect marchand. Je veux pas dépendre de ça. Je dis souvent, mes artistes ne dépendaient pas de l'aspect marchand parce que ça dure qu'un temps et surtout après ça enferme. Il y a mon modèle suisse que j'aime bien, un job alimentaire arty, cool, et à côté une pratique artistique aboutie qui vous correspond, dans laquelle vous épanouissez. Mais je respecte tout autant les artistes qui ont une pratique bankable et commerciale en fait. Moi je chie pas sur ça. C'est-à-dire qu'un artiste, je veux dire, que ce soit Jeff Koons ou d'autres comme ça, c'est des choix de vie. Je vais pas juger. Il y a souvent aussi ce phénomène de jalousie. Genre regardez cet artiste maintenant c'est de la merde, il marche, ou mon Dieu c'est devenu pauvre, ou il est uniquement commercial. Pas de souci en fait. Je préfère que l'artiste fasse ça. Il doit être plus épanoui qu'en fait travailler dans une scène de montage à l'usine dans la Drôme. Non, ça c'est vraiment ce phénomène de jalousie dans l'art me gêne beaucoup. Ce phénomène de jalousie aussi dans l'entreprise me gêne beaucoup. Et chacun sa vie, chacun ses choix et chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a de son mieux quoi. Ouais, mais je trouve dans le milieu de l'art c'est marquant parce que c'est de partout, tout le temps. Et est-ce que aussi donc de ton rôle de galeriste, tu trouves que c'est une sorte de pratique artistique en tant que telle? Ouais. Je sais que ça peut faire chier quand on entend ça, mais j'ai l'impression d'être artiste de l'ombre. Ouais, c'est trop cool. Non, mais moi je le comprends. Enfin, je le comprends donc dans le choix, tu vois, dans le regard que tu as, parce que t'as quand même un bagage en fait, qui était donc de ce que tu as pu faire en histoire de l'art, donc voilà, mais aussi de l'autre côté, donc dans la pratique. Je trouve que moi ça continue en fait. Être galeriste, c'est d'être dans une pratique, d'être dans une expérimentation, une valorisation du travail des autres. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand il y a des artistes, tu vois, l'artiste passif, tout ça, ça m'intéresse pas trop. Parfois, il y a des relations professionnelles qui se sont arrêtées avec des artistes dans la galerie parce qu'en fait, tu sentais qu'ils étaient que dans la prod et étaient trop coupés du monde, que tu demandais un truc, ça suivait pas. Non, l'artiste qui vient avec des projets en mode, putain, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça d'instant. Envie de travailler avec toi? Oui. Et de se dire, bouge pas, je vais, peut-être c'est pas le meilleur des mois, mais laisse-moi 3 mois, je vais essayer de trouver de l'argent.
Bah ouais, mais s'il faut de l'argent, en fait, je vais donner des interventions, je vais donner des workshops, des séminaires. C'est pas grave. Genre, je veux dire, on a un peu ce truc-là aussi, l'artiste complexé, tu vois, de dire je suis artiste, mais en même temps, je vais pas faire l'effort de. Non, c'est pas que je veux pas faire l'effort, mais j'ai honte de dire que j'ai un autre job à côté. Ouais. Bah non, c'est super en fait. Ça veut dire que t'es motivé. D'ailleurs, c'est un de mes critères pour la sélection des artistes avec lesquels je collabore. C'est que je préfère un artiste qui a un job mais claqué à côté pour financer son travail et faire tourner toute sa vie autour de sa création. Ouais. Je me dis putain, t'as faim. Ouais. T'as faim et on peut aller loin. Et moi aussi j'ai faim. Et on va construire quelque chose de beau. Ça va prendre du temps. C'est la galère. On est en bas de l'échelle alimentaire. Mais vraiment. Mais allez, on y va de toute façon. Ouais. C'est un peu pour moi, c'est un peu particulier ce que je veux dire. L'Occident ne propose plus rien pour se réaliser, plus rien pour s'épanouir, plus rien pour construire, pour se construire. Bon, il y a l'entrepreneuriat. Alors, t'as l'entrepreneuriat, tu peux vendre des services de ménage, c'est très bien, il en faut. Tu peux vendre des systèmes avec des produits, je ne sais quoi. Bref, t'as aussi ce truc de, nous, on peut produire quelque chose sur lequel on peut être rétribué, sur lequel on peut quand même s'épanouir avec ce qui nous plaît. Et en fait, c'est ouf. Le complexe art et argent me fatigue parce qu'en fait, il y a un juste milieu entre Jeff Koons et Vincent Van Gogh, quoi. Ouais. C'est un travailleur de l'art. Putain, mais si ça marche, ce travailleur de l'art, on va pas travailler de sexe. Mais en Belgique, ils appellent ça travailleur de l'art. Ouais. Ah ouais, j'avais jamais entendu. Ouais. Ouais, voilà, c'est un travailleur de l'art, du coup, je vais le prendre dans mon vocabulaire. Et en fait, c'est mérité, quoi. Arrêtez de rager. Ouais. Et un artiste, pour vivre, peut faire des prints, peut faire des tote bags, peut faire des sacs, peut faire des confs, peut faire des cours. L'artiste, c'est pas seulement un objet qu'on vend. En fait, c'est pas du tout un objet qu'on vend. C'est aussi quelqu'un qui a une vision de la vie, une vision politique, une vision esthétique qui peut être mise à profit pour d'autres structures. Oui, parce qu'il y a une sacralisation en fait de l'artiste. Ouais. Quand t'as ouvert la galerie, donc tu faisais tu faisais des solos de façon tous les mois, ou des duos. Ouais, il y avait pas mal de duos, c'est vrai. Pas mal de duos. Et donc en fait là, j'ai cru comprendre que la façon dont t'étais présente à la galerie a changé en fait depuis le Covid. Totalement. Ouais. Totalement. Avant, pour pas te mentir, j'avais dans les 6 premiers mois, j'avais préparé un plan de croissance. Oula. J'avais préparé une vision. D'abord, j'étais sur fidéliser une clientèle régionale, départementale, et ensuite monter au national, et ensuite international. Le Covid a tout perturbé, et tant mieux dans ce sens-là, tu vois. Autant voir le verre à moitié plein. Et du coup, je me suis dit avec le Covid, en fait, c'est la digitalisation qui est là. Tout le monde est sur ses écrans, tout le monde est là. Il y a plein de galeries qui ont fait comme moi, je suis pas le seul. Et au final, ça a marché. Et je me suis retrouvé avec beaucoup plus de clientèle en dehors de Grenoble et de la France qu'en France. Parce qu'en même temps, le pays a été mis à genoux, on est encore en train de payer les pots cassés, ça fait très mal économiquement. Donc ouais, mes clientèles, déjà, si tu regardes les chiffres du marché de l'art contemporain, le premier, c'est les USA. Ça tombe bien, c'est aussi là où j'ai quasiment tous mes clients. En second, c'est la Chine, mais c'est impénétrable en digital. Ouais. C'est seulement pénétrable en physique, avec cette idée de s'implanter sur place, comme les grosses galeries font. Et en troisième, c'est l'Angleterre, et ça tombe bien, c'est aussi en Angleterre que je vends beaucoup. Alors, il y a eu Dubaï, j'ai vendu à Dubaï, j'ai vendu en Suisse, des trucs assez marrants, assez incroyables. Et alors que je suis au fin fond du cul du monde, quoi. Ouais. Grenoble, de la cuvette. Et comment tu mets donc avec à partir de quel outil tu fais de la vente en ligne? Vente en ligne, Insta. Ok. Une présence Insta. Tu vois que d'ailleurs je mise tout sur Insta vraiment. Artsy, comme ça. Pinterest, aux États-Unis, je crois que 65% des utilisateurs et des utilisatrices l'utilisent avant de consommer. Mais non. Si, mais en fait, mais j'étais pas du tout. Mais Pinterest, c'est très très bon. Les clics coûtent pas cher. T'as ce truc de canaux de clics, c'est-à-dire qu'en fait, tu pars d'un point de contact pour arriver à la zone d'achat. Si on veut parler d'un point de vue très commercial, tu vois, avec les termes. On dit les termes. Non, Pinterest, c'est extrêmement important. Moi, je navigue avec ces 3, plus mon site web, les 4. Plus des mailings, des trucs comme ça, et WhatsApp. Tu vois, je voulais prendre l'exemple de Artsy. Est-ce que des plateformes comme Artsy, t'as pas peur aussi qu'il y ait une centralisation, en fait, d'un marché? Ouais. En fait, déjà, le marché de l'art. Le marché de l'art en lui-même, ça ne veut rien dire. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on met dans ce marché de l'art? Est-ce qu'on met le design? Dans certains, par exemple, résultats de salles des ventes, tu as la vente de crack. C'est-à-dire la vente de chevaux de course. Ok. Donc en fait, parfois, ça peut faire partie du chiffre d'affaires du marché de l'art, tu vois, du volume de vente du marché de l'art. Okay. Donc est-ce qu'il y a le design? Est-ce qu'il y a l'automobilia? Qu'est-ce qu'il y a dans ce marché de l'art? Donc déjà, ça dépend de cette définition. Puis le premier marché et le second marché, c'est pas la même. Le premier marché, c'est les œuvres neuves. Le second, c'est les œuvres d'occasion, pour faire simple.
le marché de l'art, en fait, c'est un peu un entonnoir. C'est-à-dire que plus tu descends vers le contemporain, artiste émergent, jeune artiste, t'es au fond, quoi. Tu vois, de toute façon, tu retrouves toujours les mêmes artistes. Enfin, le second marché, c'est là où il y a des flux. Il y a un gros flux, il y a en fait. Tous les boomers, il y a tous les pools d'investissement et les banques d'affaires qui achètent des œuvres à plusieurs pour les revendre en espérant faire une plus-value. T'as cette financiarisation du marché qui s'est produite à partir de la grande période startup 2007-2010, Silicon Valley, tout ça, et ça fait que c'est augmenté. Voilà, c'est vraiment ça. Donc oui, bien sûr, c'est une niche, l'art contemporain, artiste émergent, jeune artiste. On n'est pas beaucoup. En vrai, quasiment, on se connaît tous et on se parle en DM sur Insta et on connaît à peu près toutes nos activités et chacun va prendre les artistes de l'autre quand la galerie est inférieure. Tu vois, moi, je suis content quand une grosse galerie, je vais pas dire le nom, mais quand j'ai des grosses galeries qui ont, on va raisonner en followers, c'est un peu ridicule, mais c'est quand même un référentiel. Quand t'as une galerie à 60, 100 000 cas qui me prend un artiste, je suis très content. Bah ouais, mais oui. Parce que ça veut dire que j'ai bien bossé. Ouais. Ça veut dire qu'ils osent plus prendre le risque de dénicher des artistes et ils attendent de voir les plus petites galeries qu'est-ce qu'elles font. Ouais, qu'ils ont un œil aussi, c'est bien. Ils ont un œil. Mais moi, je me fais beaucoup pomper sur plein d'idées, mais c'est cool et je suis très content. C'est même pas du pompage, c'est de l'inspiration. Il y a pas, j'ai mis un droit sur rien, tu vois. Donc, bah oui. Je suis très content. C'est simple. Et vraiment. Mais t'as fait ton travail qui était de valoriser, accompagner. Alors, je suis pas une galerie tremplin parce que j'ai pas cette force de tremplin. Oui, mais moi, tu mets quand même à disposition, tu valorises le travail, quoi, quand même. C'est ça. Par ton choix. Ouais. J'aimerais que la galerie Tracadélie, tu vois, dans 20-25 ans, qu'il y ait un étudiant ou une étudiante en université qui se dise, mais attends, mais il y a un point commun entre tous ces artistes, c'est la galerie Tracadélie au début, tu vois. Vraiment, ça, j'aimerais. Et puis, l'art contemporain, mais même l'art contemporain, déjà maintenant, on parle d'ultra contemporain. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a post-wars, après la guerre, 45, il y en a qui font commencer l'art contemporain en 47, il y en a qui vont démarrer la modernité à partir du 18-19. Donc oui, ça veut rien dire, tu vois. Même à l'université, pour que quelque chose soit étudié, il y a un peu 50 ans qui doivent être passés. Là, tu vas parler à un prof d'université, la plupart du temps, je parle d'un jeune artiste émergent, mais il y a plus personne en fait. Ça s'arrête à Polak, quoi. Ouais, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, mais par rapport à la mise en lumière d'artistes par des institutions, elle est pratiquement inexistante lors d'aujourd'hui. Mais parce que c'est que des boomers. Ouais. Parce qu'ils ont 60 ans, les conservateurs et les conservatrices. Parce qu'en fait, ils ont leur petite gâche, ils ont leurs objectifs à faire avec le nombre d'entrées, le nombre d'objectifs sur les publics, les machins, les trucs. Et il y a plus personne, il y a pas de vision. En fait, il y a pas de vision. Mais il y a pas de vision dans le ministère de la Culture. Tu vois, je dis souvent à mes élèves, en fait, t'as deux choix. T'as une place de direction qui est là, qui est occupée par quelqu'un en fait qui a toujours snaké dans sa carrière, qui a bénéficié des 30 glorieuses, qui a toujours réussi à y faire dans son petit réseau sans rien produire, en branlant le moins possible. Et en fait, elle va pas lâcher sa place. Elle est capable de pas prendre de retraite pour garder sa place parce qu'elle sait que c'est fini. 10 ans plus tard, elle aurait jamais eu de job, il ou elle serait à Naturalia, tu vois. Et donc, du coup, la seule solution, c'est soit tu l'as fait tomber de sa chaise et tu lui prends la chaise, soit tu poses une chaise à côté et t'attends Claude Clams. C'est horrible ce que je dis. Mais en fait, c'est tellement réaliste. C'est-à-dire que tu vas regarder, moi, je vois, par exemple, en Beaux-Arts, tu vois, je vois en histoire de l'art, je vois aussi dans tous ces trucs de spectacle vivant. Putain, t'as des gages qui sont au SMIC alors que t'es limite gestionnaire de tout un pôle dans un centre d'art ou dans une troupe ou je ne sais quoi. Ou dans une mairie. Regarde, mais le problème, il est politique. En fait, t'as ce truc-là de qu'est-ce que tu veux que la culture soit dans ton pays, avec le risque aussi que ça devienne du coup un outil de propagande. Évidemment, on l'a connu. Mais voilà, il y a toute cette question-là. Là, on est dans une mauvaise période. Tout est en train de chuter. Donc, on reste tranquille, on souffle un peu. On attend 30 ans. On attend 30 ans, ça chute. On attend, on est prêt au redémarrage. Tu vois, tout à l'heure, je parlais du projet, de prendre tous ces projets de Web 3.0. Ouais. Parce que toi, toi, c'est quelque chose aussi qui t'a beaucoup intéressé, le Web 3.0. Ouais, j'ai un de mes anciens élèves qui m'a formé, qui s'appelle Paul Trigouste, SO Paul. Et, du coup, il m'a formé sur tout ça. Et en fait, j'ai réussi à m'approprier, cette technologie. Ouais, c'est les nouveaux outils, Il faut pas le prendre, les Bored Ape. Bah ouais, évidemment, les singes qui valent 1 million, 2 millions, maintenant qui valent plus rien. C'est pas ça, les NFT. C'est un aspect du NFT. C'est comme je disais, la peinture, c'est que Zaouki. Non, bah non, la peinture, ça peut être plein d'autres personnes. Tu vois. Une technique. Enfin, ouais, c'est un truc technologique. C'est ça. Donc du coup, t'as une technologie et tu peux en faire ce que tu veux. Et cette technologie, bah, elle est sécure, elle est internationale, elle est facilement visible, donc elle est publique. Et surtout, t'as un aspect royalties pour l'artiste qui vend derrière, qui n'existe pas, ce qui existe que dans la musique, le ciné. Ou bien quand tu fais des ventes aux enchères, le droit de suite. Ouais. Mais bon, c'est pas tout le temps, pas tout le temps. Il fallait le chercher. Exactement. Donc du coup, bah, ce système quand même de NFT, moi, m'a intéressé parce que bah, quand j'étais aux Beaux-Arts, j'avais beaucoup de photos que je voulais mettre sur écran, même pour les voir. C'était pas forcément
forcément en photo que ça ressortait le mieux, fallait être sur place, être dans le lieu, etc. Et du coup, c'est des œuvres qui marchaient sur screen. Donc du coup, NFT, ça permet quoi? De la protéger, de la rendre dispo, et si possible, si quelqu'un veut l'acheter, et de créer un multiple. Donc tu peux avoir une pratique NFT sans rentrer dans la spéculation. Vraiment, tu vois, en fait, la vie est pas noire ou blanche, quoi. T'as des justes milieux. Donc le NFT, ça peut être un outil intéressant dans certaines pratiques, dans certains cas. Donc il y a des projets NFT, ça va continuer. J'en ai présenté récemment et tout. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse, bien sûr. Parce que moi, j'ai beaucoup d'espoir. Les gens sortent de moins en moins, ils ont moins en moins de thunes, surtout notre génération qui est en train de se faire malheureusement balayer. Dehors, ça devient vraiment morose. On est de plus en plus enfermé dans le digital. Ça va être une période de l'existence. C'est sûr que si tu rajoutes par-dessus, on travaille de plus en plus pour pas grand-chose. Si par-dessus, on rajoute un aspect 3.0, ça va apporter de nouvelles possibilités, tu vois. Il y a beaucoup de galeries que j'aimerais visiter. J'ai pas le temps ou j'ai pas forcément l'argent de me déplacer à New York, tu vois, pour voir une expo. Là, je serais capable de payer une petite somme pour avoir accès à une super expérience en réalité augmentée. Alors, je sais que ça va en choquer plus d'un, mais je j'ai pas, encore une fois, la possibilité d'influer sur ça. Et laisser le temps de l'adoption, et je crois à cette adoption. Oui, et au début, ça va être uniquement dans ça va être une posture très intégriste, et après, non, après, ça va se diffuser, ça sera une proposition parmi tant d'autres. Je veux dire, tout est cyclique, en fait. Donc, moi, j'ai pas peur de rentrer dans ce cycle d'IA, j'ai pas peur, j'aimerais bien avoir un robot de compagnie. Je veux rentrer, non, mais sincèrement, j'aimerais rentrer chez moi, tu vois, tard le soir, je viens de terminer la journée, il est 21h. Tu vois, comme dans 2000 de l'espace, j'appellerai Al, ça va, Al, tout va bien, viens, on fait une partie d'échecs, tu peux me faire une petite veille sur l'actualité du moment, bien sûr, tu peux lancer la cuisson de ci, tu peux lancer ça, viens, on fait une partie d'échecs, ça me choque pas, tu vois. Parfois, on est bloqué entre deux civilisations. On est dans cet ancien monde ringard et dépassé et inique. Et en face, on a quelque chose qui peut être tout à fait inique, ça dépend de la tournure que ça prend, mais qui en tout cas nous propose quelque chose de nouveau, dans lequel il y aura un peu de sensations, un peu d'émotions et un peu de choses à explorer, et on pourrait avoir la main dessus surtout. Merci d'avoir écouté cet épisode du Plongeon. Vous pouvez retrouver toutes les autres émissions sur le site internet de JamaisAsseToujourstro.fr, ainsi que sur notre YouTube, SoundCloud et toutes les plateformes de podcast. À très vite.